Ça ne va pas être simple à détecter, mais ça ne sera pas de la vie telle qu'on l'entend, puisque la photosynthèse ne pourra jamais se faire. Et vous savez que la photosynthèse, c'est le plus important. Vous voyez à droite la représentation de la photosynthèse qui transforme l'énergie lumineuse en fait en oxygène et en sucre. Donc à chaque fois que vous abattez un arbre, ça c'est pas bien pour la planète. Alors quels sont les traceurs de la vie? Je vous ai représenté ici les spectres infrarouges de 3 planètes de notre système solaire. Vous avez Vénus ici. Alors vous savez que Vénus c'est 95 atmosphères de CO2, hein, pour ainsi dire, 450 degrés de température de surface. On ne voit que le CO2. Mars, ici, Mars c'est le contraire de Vénus. Il y a 1% de la pression terrestre à la surface, c'est du CO2. D'ailleurs, l'atmosphère originelle de la Terre, c'était du CO2. Hein. Donc on voit le pic de CO2. Mais maintenant, je m'intéresse à notre petite planète bleue ici. Et là, il y a des choses intéressantes. Parce que, vous voyez, on va voir dans les infrarouges, on va voir le spectre de l'eau et le spectre de l'ozone. Évidemment, on va voir le CO2 aussi. Il y a du CO2 dans l'atmosphère terrestre. Et donc, il y a une vraie caractéristique de l'ozone à 9,7 microns, donc dans l'infrarouge, qui en fait est un marqueur de la présence d'oxygène dans l'atmosphère et qui est le résultat de l'action de la vie. Donc ça semble être un bon traceur de la vie. Donc c'est un peu ce genre de rays qu'on va essayer de détecter sur des exoplanètes. Voilà un spectre, voilà, vous voyez ici le petit bonhomme extraterrestre là, qui vous dit bonjour, et l'arrêt de l'ozone est ici. Oui, on a compris. Donc là où il y a une raie comme ça, il y a peut-être un petit bonhomme comme ça, on ne sait jamais, on peut rêver. Alors, il y a d'autres paramètres qui sont nécessaires à la vie. Il semble que le temps est nécessaire pour faire évoluer la vie. La vie intelligente, je parle de la vie intelligente, n'est pas venue tout de suite sur Terre. Il y a eu une longue évolution. Donc, il faut un certain temps d'existence d'une planète pour qu'il y ait une possibilité de vie. Hein? Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que cette planète soit autour d'une étoile qui ait une durée de vie correcte. Si c'est une planète qui est autour d'une étoile qui a comme durée de vie 10 millions d'années, on sait que là, ça ne sert à rien. Hein? Donc il faut que ça soit autour d'une étoile qui ait une durée de vie de plusieurs milliards d'années, un peu comme le Soleil. D'accord? Il faut quand même un champ magnétique à la planète. Pourquoi? Parce que le champ magnétique nous protège des vents mauvais de l'étoile. Je dis toujours, le Soleil, c'est un ami qui nous veut du mal. Hein. Il y a énormément de particules très dangereuses qui proviennent du Soleil et qui, heureusement, grâce au champ magnétique terrestre, ce champ magnétique terrestre va nous protéger et va dévier ces particules de très haute énergie vers les pôles. Donc ça sera pour les pingouins et pour les ours et moins pour les humains. Qu'est-ce qu'il faut encore pour qu'une planète puisse abriter la vie? Il faut que la taille de cette planète soit relativement importante, parce que sinon ça va faire comme pour Mars, hein, qui est une petite planète. Elle ne va pas être capable de garder son atmosphère déjà même. Hein. Donc il faut une taille raisonnable. Et on pense aussi qu'il faut un certain degré de volcanisme ou de tectonique de plaques comme sur Terre, qui va permettre de recycler le CO2. Donc vous voyez que ça fait énormément de conditions pour essayer de trouver la vie. Alors, voilà notre sympathique ami ici. S'il y a d'autres, moi personnellement, je ne crois pas qu'on puisse trouver, c'est mon opinion personnelle, qu'on puisse trouver d'autres vies intelligentes dans l'univers, uniquement à cause de ce paradoxe de Fermi,
Parce que s'il y a d'autres civilisations dans l'univers, on devrait les entendre. Ça fait un siècle qu'on a des grandes oreilles un peu partout, on n'entend rien, il n'y a pas un signal intéressant. Or, la Terre, nous, si on était sur une autre planète, sur un autre système solaire, on dirigerait des antennes vers la Terre, et là, on saurait tout de suite qu'il se passe quelque chose dans le coin du Soleil. Alors évidemment, on ne serait pas capable de dire quoi exactement, mais il y a des signaux qui ne sont plus aléatoires. Les signaux de télévision, les signaux de vos portables, etc., qu'on détecte à de grandes distances. Alors on va me dire, oui, mais si on ne les détecte pas, c'est parce qu'ils sont très très loin. D'accord, mais ils sont peut-être très très loin, mais ils ont peut-être commencé leur vie il y a très très longtemps. Donc, d'abord, puis s'il y avait de la vie, il n'y aurait pas qu'une vie, il y aurait des millions de vies probablement. Donc ça se répartirait dans le temps. Enfin, moi, comme disait Enrico Fermi, à qui on posait la question, et il répondait, Where is everybody? Où sont-ils? Alors là, je ne sais pas, chacun, on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, chacun a son idée là-dessus. Alors, quelques informations sur les missions, les principales missions spatiales concernant les exoplanètes. Il n'y en a pas eu énormément. Il y a la mission CORO, qui est une mission typiquement française, 100% française, du CNES, qui a été lancée en 2006. Alors, c'est une mission qui a été un peu compliquée, parce que on n'avait pas beaucoup d'argent. En fait, ça a commencé dans les années 60. On voulait détecter, s'intéresser au Soleil et détecter les mouvements périodiques du Soleil. Parce qu'en fait, le Soleil vibre comme un tambour et on voulait essayer de savoir pourquoi. Et on voulait lancer une mission pour s'intéresser aux vibrations des étoiles, donc, de notre galaxie. L'étude des vibrations du Soleil, ça s'appelle l'héliosismologie, et pour les étoiles, c'est l'astérosismologie. Vous voyez une représentation de notre Soleil en pleine action. Là. Alors, on se posait la question de savoir, est-ce que